Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment l'État s'est renforcé après la guerre de Cent Ans et en particulier on va voir comment Louis XI renforce le pouvoir royal avec cette activité. On va voir que le pouvoir est de plus en plus centralisé. Donc on va répondre aux questions de la page 115. Première question, quel bâtiment montre que Paris est une capitale royale et administrative? Alors on va regarder la carte et on voit que Paris concentre les fonctions royales. Donc vous voyez ici en bleu, il y a les bâtiments royaux. Donc on va les prendre de gauche à droite. Alors tout d'abord, le Louvre. Donc vous voyez que le Louvre, qui est aujourd'hui dans le premier arrondissement, était plutôt près de l'enceinte de Paris à cette époque. D'ailleurs l'enceinte est aussi un bâtiment royal important. Et donc le Louvre est un château que fait construire Philippe Auguste au départ. Voilà à quoi ressemblait le Louvre au XIVe siècle. C'était un château fort qui était adossé à l'enceinte de Paris. Et ce château avait pour but donc d'assurer la défense de la capitale. Et ce château va ensuite avoir d'autres fonctions et il va devenir une résidence royale. Alors vous voyez ensuite le Grand Châtelet. Le Grand Châtelet, un bâtiment beaucoup plus ancien qui date de Louis VI et qui servait au départ à la défense de Paris, qui est aussi un châtelet, c'est un petit château, donc c'est un château. Il servait à la défense de Paris et c'était la résidence des comtes de Paris, à l'époque où il y avait des comtes de Paris, pendant plusieurs siècles, sauf que quand Philippe Auguste fit construire sa muraille, eh bien ce château devint complètement inutile pour la défense de Paris. On ne défend pas une ville depuis son centre, puisqu'il se retrouvait au centre de la ville. Donc ce château va changer de fonction et ça va devenir le siège de ce qu'on appelle la prévôté de Paris. Les prévôts de Paris, c'est les ancêtres des commissaires de police, donc c'est ceux qui étaient chargés d'assurer le maintien de l'ordre public et la sécurité des habitants dans la ville. Ce n'est plus un bâtiment de défense. Ensuite, nous avons le palais du roi. Vous voyez que ce palais se situe sur l'île de la Cité, il est aussi appelé le palais de la Cité. Aujourd'hui, ce palais correspond au palais de justice de Paris, palais de justice qui abritait toutes les fonctions judiciaires dans Paris jusqu'à très récemment, puisque ces fonctions viennent juste d'être transférées dans un autre quartier. Mais donc ce palais de la Cité, dont vous voyez une maquette telle qu'il était au Moyen-Âge, c'est aussi une ancienne résidence royale. Et c'est dans ce palais que vont être transférées une partie des archives royales, ce qui est très important toujours pour l'administration. Quant aux deux derniers bâtiments, vous voyez l'hôtel Saint-Paul et l'hôtel des Tournelles, c'était des résidences royales qui ont été particulièrement utilisées à l'époque de la guerre de Cent Ans. Donc plusieurs résidences royales, des lieux de défense, des lieux de gouvernement, c'est ce qui fait de Paris une capitale royale, et aussi le fait que les enceintes ont été construites sur ordre du roi. Vous voyez l'enceinte la plus ancienne, qui est l'enceinte de Philippe Auguste, qui va être agrandie par l'enceinte militaire sous Charles V, compte tenu de l'agrandissement de la ville. Donc, on a une ville qui est le centre du pouvoir royal et dont les fonctions ne vont cesser de se renforcer. Deuxième question, en se basant sur le document 3, comment le roi organise-t-il le pouvoir central? Alors on va regarder, c'est ce qu'on appelle un organigramme, donc qui donne les principales fonctions sous forme de schéma. Donc au sommet de l'État se trouve le roi. Et le roi, pour exercer son pouvoir, s'appuie sur des institutions qui se trouvent à Paris un pouvoir central, le Conseil du roi. Le Conseil du roi, c'était tous les grands du royaume, les nobles, les grands évêques, les personnes qui étaient des fidèles du roi, qui le conseillaient et qui l'informaient sur les différentes affaires qui touchaient le royaume, et donc qui assistaient à la prise de décision du roi. Le Parlement, alors à l'époque le Parlement ce n'est pas du tout la même chose que ce que c'est aujourd'hui. Le Parlement, c'était une institution qui était uniquement une chambre d'enregistrement. C'est-à-dire que c'est pas un Parlement qui fait les lois, ils enregistraient les décisions royales. Donc vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un lit de justice.
Le lit de justice, c'est une séance au cours de laquelle le Parlement enregistre les actes royaux pour les inscrire dans les registres de façon officielle. Les membres du Parlement, hein, les personnes que vous voyez qui sont ici assises, ce ne sont pas des parlementaires élus, comme c'est le cas aujourd'hui, ce sont des officiers qui ont acheté leur position. Donc c'était des grands bourgeois qui achetaient leur fonction, leur charge, et ça leur permettait en fait d'entrer dans la noblesse, parce que en exerçant cette fonction, eh bien, on pouvait transmettre un titre de noblesse à ses enfants. Donc c'était un moyen pour des riches bourgeois de devenir nobles que de devenir parlementaires. Donc c'était pas du tout une institution démocratique, c'était une institution totalement d'ancien régime, hein, qui évidemment n'avait pas de pouvoir supérieur au roi, simplement il enregistrait les actes royaux. Il avait aussi une fonction de justice, puisque ça fonctionnait comme une cour d'appel, c'est-à-dire que si euh, on était mécontent de la décision d'une cour de justice, on pouvait en référer à la justice parlementaire et porter son affaire donc devant le Parlement. Ensuite, il y avait la Chambre des comptes, qui était une institution très importante, puisqu'elle permettait de comptabiliser les différents impôts que recueillait le roi, et de se permettre au roi de savoir ce qu'il dépensait et ce qu'il gagnait. Et enfin, le connétable. Le connétable, c'était le chef des armées. Vous voyez, par exemple, ici, c'est un connétable qui s'appelle Bernard du Guesclin, auquel le roi Charles V remet l'épée qui symbolise le commandement militaire. Donc c'était une fonction extrêmement importante. Donc ça, c'était des fonctions, des institutions qui exerçaient leur pouvoir à l'échelle du royaume. Donc, qui prenaient des décisions pour toute la France. Et dans les provinces, il y avait des représentants du roi, les baillis, dans le nord de la France, et les sénéchaux dans le sud, qui exerçaient la justice au nom du roi, qui exerçaient la loi royale, et les prévôts, qui s'occupaient de lever les impôts. Donc ce ne sont plus les seigneurs qui lèvent les impôts au nom du roi, il y a des prévôts qui lèvent directement les impôts pour le roi, et de cette manière-là, c'était contrôlé directement par le roi lui-même, sans passer par le biais des seigneurs. Donc, un pouvoir renforcé, une organisation de plus en plus efficace. Ensuite, on vous demandait, troisième question, quels moyens le roi se donne-t-il pour mieux contrôler son royaume? Et on vous disait de regarder les documents 3, 4 et 5. Donc, document 3, on vient de le dire, ce sont les envoyés du roi qu'il nomme directement pour exercer son pouvoir dans les différentes régions. On regarde le document 4. Donc, on voit ici une miniature dans un manuscrit où l'on voit des serviteurs de l'État, donc des prévôts, qui récoltent l'impôt. Alors, on voit, donc ici ce sont les serviteurs de l'État qui sont assis, et là, ce sont ces deux personnages, par leurs habits, on peut comprendre que ce sont de simples paysans, qui viennent amener donc l'impôt qu'ils doivent verser au prévôt, et ils le versent dans un coffre pour s'acquitter donc de leur devoir d'impôt. L'impôt reposait essentiellement sur les paysans. Donc ça, c'est un moyen de contrôle très important, le fait de récolter de l'argent dans toutes les provinces. Et enfin, voyons ce que nous apprend le document 5. Donc le document 5, c'est un graphique qui a été réalisé par un historien et qui montre l'augmentation des impôts au XVe siècle. Donc on voit, vous voyez en jaune, c'est les impôts à la fin du règne de Charles VII, donc en 1461. Et son successeur, c'est le roi Louis XI, on voit le montant des impôts indiqué en rouge. Vous voyez, ça, ce sont des montants en livres tournois, c'était le montant de référence de l'époque. Et on voit que c'est divisé entre diverses ressources. Donc finances ordinaires, euh, toute une série de taxes, impôts, sans détailler lesquels. Ce qu'on appelle les aides. Les aides, on vous explique à côté que c'est les taxes sur la vente des marchandises. La gabelle, taxe très importante qui portait sur le sel. Le fait de vendre et d'acheter du sel était soumis à impôt royal. Et la taille, c'est l'impôt sur les revenus,
qui repose essentiellement sur les paysans, comme je le disais tout à l'heure, puisqu'il y avait beaucoup de privilégiés, donc les nobles, le clergé et beaucoup de villes échappées à la taille. Donc on voit que ces différents impôts, tous, augmentent sous le règne de Louis XI, en particulier la gabelle et la taille. Et même si on regarde les chiffres, donc 1800 livres tournois récoltés par an à la fin du règne de Charles VII, contre 4700 à la fin du règne de Louis XI, ça a été multiplié par 2,7. Et qui dit augmentation des impôts, dit augmentation des ressources royales, pour en particulier faire la guerre. Et on va voir tout de suite dans la vidéo suivante à quoi servaient les guerres pour les rois de France. Voilà, j'espère que tout cela est clair. Donc on voit que le pouvoir est de plus en plus centralisé, que le roi contrôle sa capitale, Paris, et que de Paris, il gouverne l'ensemble du royaume avec des envoyés directs dans toutes les provinces. À bientôt pour la prochaine vidéo.